3 invités avec nous, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, pour dresser le bilan du mois écoulé sur les marchés avec ce grand tableau de bord des marchés. Jean-François Bête avec nous, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Albi avec nous également, le responsable de Next Momentum et membre fondateur également de Caleis 360. Laurent. Bonsoir Grégoire. Qui fête quoi, son premier mois d'existence? Oui. L'initiative est portée par vous, par Véronique Riche-Flores et par un autre analyste. Exactement, Jérôme Boumangel. Voilà, Boumangel. On en a parlé avec Véronique quand elle est venue, mais rappelez-nous un petit peu l'idée et ce qui vous a amené à créer cette initiative et Caleis 360. Alors effectivement, c'est un nouveau projet avec trois associés qui ont 3 expertises différentes. Véronique Riche-Flores, que tout le monde connaît, qui est économiste, macroéconomiste, et Jérôme Boumangel, qui s'occupe plus de l'aspect fondamental. Alors, et vous sur la partie momentum technique. Et moi sur la partie technique. C'est bien, vous avez copié ce qu'on fait là, c'est le grand tableau de bord des marchés, quoi. Un petit peu. Alors, c'est un concept qui est assez répandu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les analystes techniques parlent aux analystes fondamentaux. Deux mondes qui arrivent à se parler. Ils se parlent très bien. Mais ici, c'est plus compliqué. Il y a un peu des chapelles. Il faut que ces mondes se parlent. Eh ben oui, parce que c'est la même. On parle de la même chose, sauf qu'on aborde les problèmes avec des angles différents. Donc, on a décidé de créer ce service de recommandation aux investisseurs professionnels, où lorsque nous avons nos 3 points de vue qui concordent, c'est-à-dire que la toile de fond, c'est Véronique, elle nous donne le paysage macro-global, et à partir de là, je regarde les marchés, Jérôme regarde les valorisations, et quand on arrive à converger vers une idée, c'est notre idée du mois. C'est unanimité ou rien. Exactement. Voilà, donc c'est périlleux comme exercice. Oui, mais bon, c'est le job. C'est compliqué, c'est le mais job. C'est ce qui fait toute la valeur ajoutée du service, on pense. Et donc voilà, le mois dernier, on avait fait un numéro spécial défensif, parce qu'on pense qu'il faut devenir défensif. Et ce mois-ci, je ne vais pas vous dire, Grégoire, de quoi il s'agit, parce que sinon, je vais spoiler. Oui, mais vous nous le direz le mois prochain. C'est ça. On va quand même. Non, mais je peux vous le dire quand même. On va faire un numéro en septembre sur le investment grade. Parce qu'on pense qu'il y a, il y a une opportunité, en tout cas il y a une réflexion à avoir sur l'approche obligataire et notamment sur le crédit corporate. Bon, oui, l'obligataire qui fait partie des classes d'actifs qui collectent et qui continuent de collecter aujourd'hui. Commençons justement par les flux de marché. Où sont allés les intérêts des investisseurs parmi les grandes classes d'actifs? Jean-François, qu'est-ce qui vous a marqué au terme de ce mois de septembre là? Alors, vous avez commencé à dire ça commence en fanfare. Enfin, on est sur un... Ça se termine. J'ai dit le mois de septembre se termine en fanfare. Oui, contre toute attente. Donc, ça continue. Et donc, on avait évoqué le mois dernier un réveil des investisseurs cet été sur les flux de collecte. On est toujours sur des mois records, plus de 50 milliards de collectes sur le mois de septembre. Donc c'est en ligne avec juillet-août. Plus de 180 milliards, il faut remonter à 3 ans en arrière pour retrouver des flux aussi importants sur une période aussi concentrée. Et donc on voit effectivement que les investisseurs sont au rendez-vous, orientent les flux et leurs capitaux vers l'industrie de la gestion. Donc là, on a le chiffre de collecte net sur le mois au niveau européen. Et donc ça du plus 50 milliards. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de flux. Et sur 3 mois consécutifs, ça commence à... Donc effectivement. Ça fait sortir... En fait, tout s'est joué cet été. Tout vient de se jouer. Puisque si vous vous souvenez, quand on parlait du tableau de bord ensemble, on disait il n'y a pas grand-chose, 2024, ça reste un peu flat et c'est beaucoup sur le monétaire et les actions sont derrière et les fonds diversifiés sont derrière. Donc en net, on est sur une industrie qui collecte plus. Et là, ça y est, l'industrie collecte, on est à plus 300 milliards depuis le début de l'année. Ça s'est bien évidemment fortement joué puisqu'on est à près de 200 milliards sur les 3 derniers mois. Ouais, c'est ça. Et alors ça reste majoritairement encore sur des produits de taux monétaires et obligataires, mais on voit que les actions montrent le bout de leur nez et que les investisseurs reviennent aussi sur les actions. On verra tout à l'heure dans le détail. Le monétaire qui est la classe d'actifs, qui était jusqu'à présent... Alors, qu'il est encore peut-être la classe d'actifs incontournable, quoi. Ouais, c'est la classe d'actifs incontournable parce que les niveaux de rendement, le couple rendement-risque est imbattable. On est sur, vous voyez, je vous ai mis un peu le petit quiz de rentrée. On a toutes les réponses en face, mais oui, effectivement. La stratégie qui a le plus collecté, c'est ça? Alors, ça, c'est le monétaire. Qui a le plus collecté, monétaire et obligataire. On est à 130 milliards. Donc, il y a une bataille sur les taux, mais en tout cas, le monétaire a fortement collecté. On se dit, oui, c'est normal, les rendements sur le monétaire
monétaire, on voit si vous avez du monétaire très très prudent, jour J, rendement risque et volatilité imbattable, évidemment. Oui. Donc sur les serres ou sur les taux, on reste en Europe, même aux États-Unis, sur des niveaux de rendement qui sont imbattables. Le monétaire dynamique, c'est un peu tilté. On se rapproche un petit peu de l'obligateur. Et voilà. Mais ça reste imbattable par rapport à un investisseur français qui aurait fait des obligations françaises ou des actions françaises, parce que le CAC 40 était un petit peu dans la pédalée dans la choucroute pendant plusieurs mois. Là, ça vient de se réveiller, mais c'est pas réjouissant. Et donc, l'investisseur, effectivement, considère la classe d'actifs monétaires comme une classe d'actifs sans risque, de refuge, mais de refuge qui délivre du rendement. Donc, c'est pas comme pendant 10 ans où on perdait. Là, on a c'est une vraie position d'attente intéressante, quoi. Avec en plus un discours de macroéconomique de l'inflation est jugulée, l'inflation va baisser. On est à 1,6 en tendance selon l'INSEE en fin 2024, là, en ce moment, au moment où on vous parle. Et donc, quelque part, vous dites, si j'ai du 3,5% et que l'inflation est à 1,5%, j'ai 2% des taux réels. Oui. Très de rendement réel, bien sûr. Voilà, donc je continue à en profiter. Vous voyez les comptes à terme et les fonds monétaires et les livrets A et les fonds euro-boostés. Donc c'est un flux de collecte là, qui ne s'est pas tari du tout aujourd'hui. Non. Alors j'ai rappelé dans le graphique que début 2022, on était sur des taux réels à moins 4%, puisqu'on se souvient que l'inflation était vraiment... on était sur de l'hyperinflation à l'époque, et donc forcément compliqué d'aller investir sur des obligations en 2022 en pleine hausse des taux. Là, ça y est, on est encore sur ce momentum de je mets du cash, je mets de l'obli. Au contraire même, je me précipite tant que j'ai encore des taux. Si je fais un compte à terme à 1 an, 2 ans, c'est loqué. C'est verrouillé. Je peux avoir une banque centrale qui m'amène sur des taux beaucoup plus bas. Peut-être que dans 3 mois, ce sera différent. Exactement, mais j'anticipe, les investisseurs anticipent en se disant la Banque centrale m'a donné la visibilité, je sais à peu près où je vais et donc je lock sur ces taux courts. Dans le détail, là, sur les 3 mois, juillet, août, septembre, donc les 3 mois de forte collecte pour les fonds distribués en Europe, quand on regarde le détail, donc on voit toujours une partie effectivement importante de produits monétaires obligataires, mais comme vous le disiez, la part action... oui, on a peut-être un petit quart qui se dirige vers les actions aujourd'hui, c'est ça. Il y a un 40 milliards qui s'est fait sur les 3 mois, un bon 10 milliards par mois qui arrive régulièrement sur des flux, et on voit que la partie rouge du camembert, mois après mois, reste significative. C'est encore un peu plus de 10 milliards sur le mois de septembre. Les investisseurs ont compris un peu dans cet effet de visibilité sur les politiques des banques centrales, en se disant je mets de côté l'inflation, je me concentre sur la croissance et donc j'aurai cette baisse des taux. Du coup, par ricochet, par capillarité, j'investis peut-être monétaire obligataire, et puis obligataire action, et puis action qualité, croissance, et US. Voilà, donc l'effet domino se met en place, on le voit bien. Alors la bonne nouvelle aussi, mais on pourra conclure par ça, c'est que du coup il y a une réserve de cash énorme chez les investisseurs. Les allocations sont fortement noires et rouges et bleues, j'allais dire monétaires et obligataires. À un moment donné, peut-être que ce silo va se déverser sur la partie rouge. Et vous dites la collecte action, elle est assez bien distribuée. Action monde, action US, évidemment, c'est incontournable, mais action Europe aussi. Alors oui, on fait le zoom, on continue à penser, on fait le zoom sur où vont les flux actions. Donc les 10 milliards, on les split entre moitié actions US. Les actions US passent un petit peu devant les actions monde, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois. Dans les actions monde, on a toujours 3 milliards, donc ça fait actions US, actions monde, parce que actions monde, c'est quand même beaucoup US à 70%. Oui. Donc voilà, donc ça reste tout ça très US, méga caps. Et l'Europe pointe le bout de son nez aussi. C'est la deuxième bonne nouvelle, j'allais dire, où on voit 2 milliards s'investir sur l'Europe, alors que ça fait plusieurs mois qu'on était un petit peu... Depuis la guerre en Ukraine, on avait une décollecte un peu régulière. L'Europe n'était pas privilégiée par les investisseurs. Là, ça revient depuis 3 mois. C'était le signal faible qu'on avait évoqué ensemble. Mais, petit bémol, ça se fait beaucoup sur les ETF encore. Gros bémol, on revient tous les deux de Patrimonia, Jean-François. Évidemment qu'il y a toujours cette histoire de gestion passive versus gestion active. Qui en profite, quoi. Quand Amundi sort un ETF MSCI World à 3 points de base, ça fait mal.
et c'est très compliqué pour des gérants actifs de lutter. Et donc les investisseurs et les distributeurs s'engouffrent dans la brèche en se disant s'il faut refaire des actions ou des actions monde, US, finalement un ETF. Et il y a aussi peut-être la position tactique rapide de se dire je joue ce scénario d'effet domino. Si je reviens sur l'Europe, je le fais aussi sur le stock 50 ou je le fais sur l'Europe 600 en attendant des choix plus stratégiques en 2025. On verra bien. Mais en tout cas, les flux continuent à être portés par les gestions passives, même si on voit quelques signaux faibles sur les gérants actifs. Oui, alors moi j'allais dire, dans la gestion passive, maintenant on est en train d'inventer la gestion passive-active. C'est avec des ETF actifs. Ça fait déjà quelques temps qu'on les voit arriver chez nous en Europe. Je crois que AXA, Fidelity sont des promoteurs de ces ETF actifs. Bon, intéressant de voir une maison comme Fidelity. J'ai discuté avec le patron de Fidelity à Patrimonial. Non, mais c'est vraiment maison fondamentale comme il en existe peu. Stock picking à mort. Bon, ils font la promotion de ETF actifs aujourd'hui, sur la base de leur analyse fondamentale. Je pense que c'est un point fondamental qu'il faut souligner aux investisseurs. On n'a plus une séparation par silo entre le match gestion active contre gestion passive. On a une vraie hybridation de l'industrie. Avec du côté et du non-côté. Un côté très complémentaire maintenant. Alors, les ETF qui se rapprochent en mettant des gestions actively managed, donc des fonds gérés activement, donc des ETF gérés activement, versus des fonds soi-disant actifs, mais assez benchmarkés, assez quant, assez encadrés. Et donc, tout ça est en train de... C'est une période de converger, qui fait que ça converge pas mal. Et donc, ça sera un peu plus difficile d'identifier, de trouver ces petits. Mais en tout cas, voilà, le support cotation en bourse, même demain pour les private assets, sera forcément très utilisé. On a Euraseo qui est coté en bourse. Oui, bien sûr. C'est possible de coter des actifs privés non cotés en bourse. Un gestionnaire d'actifs privés peut être coté en bourse. Effectivement. Voilà, exactement. Donc on va avoir de plus en plus ce phénomène. Changement de paradigme. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? C'était un peu la big picture de départ. L'inflation à ce stade semble un peu plus bénigne. Et les questions tournent plus autour de la croissance désormais. C'est un point qu'on avait signalé le mois dernier, enfin ces derniers mois. Période de taux très bas, le rouge l'avait emporté, les investisseurs, c'était le scénario TINA, si vous vous souvenez. Je vais jouer des actions, il n'y a que là où je peux trouver un peu de rendement. Badaboom 2022 arrive, donc très forte sortie sur l'ensemble des classes d'actifs, plutôt obligataire. 2023, une année de transition, de normalisation, et donc je reviens sur le monétaire, on voit la partie noire énormément, mais les actifs risqués sont dans la panade. Et là, 2024, ça revient fort depuis cet été sur la partie rouge, on voit les actions revenir, avec toujours du monétaire et de l'obligataire. Si ça continue, on se dirige vers une fin d'année 2024 très forte, soutenu justement par ce retour des investisseurs. Il n'y a pas de raison que croissance et inflation je comprends, des signaux contraires, et donc ça va continuer à revenir, avec aussi un stock de monétaire en magasin, dans les allocations, qui va se diffuser. Donc ça va continuer, je pense, à cet effet domino à se diffuser sur l'ensemble des classes d'actifs. Et donc on a une année à plus 300 milliards, donc qui finalement se termine plutôt bien. Oui, bien sûr. Bertrand, vous venez avec votre météo des marchés chaque mois, celle réalisée par vous et les équipes de Ports en Part. Qu'est-ce que vous retenez de la météo, effectivement, là, du mois de septembre ? Dans les nouvelles, il y a les mides européennes, gentiment, tranquillement, à bas bruit, qui sont en train de revenir. Donc, dans l'encadré, complètement à droite, il y a un rappel historique long. Effectivement. Voilà, sur 15 ans, 20 ans, c'est ça, une surperformance des mid-cap, parce que des sociétés qui sont capables de faire plus de croissance que les grandes capitalisations, et donc au bout d'un moment, c'est reconnu dans la valorisation. Et donc après, je zoome sur le carré, là, ce qui s'est passé sur 2022. Donc là, on a une performance comparée entre les mid-cap européennes et l'intégralité du marché. Oui, c'est ça. Et donc, on s'aperçoit que cette fois-ci, alors c'était sur le graphe d'avant, s'il vous plaît. Voilà. On a eu des tentatives de retour, le 1, le 2, le 3, qui ont tout avorté. Cette fois-ci, à minima, c'est plus long. On commence à voir des plus hauts, des plus bas plus hauts. Enfin, quelque chose qui a l'air d'être plus construit et donc qui milite pour peut-être enfin
le retour de cette classe d'actifs. Donc là, on a eu dans l'été quand même, parce que sur les 3 mois donc, qui nous ramènent au début de l'été, les indices n'ont quasiment rien fait. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Confirme, oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a le grand écart, si vous prenez même sur les grandes capitalisations, les bons élèves sont à plus 15, plus 20 sur 3 mois, les mauvais sont à moins 30. Donc ça va très vite de gagner ou de perdre 4 ou 5 points sur ces 3 mois. Et donc dans les gagnants qui sont en train d'arriver, alors pas toutes, mais on commence à voir les mid-cap européennes, c'est les beaux bébés. On est entre 5 et 20 milliards, donc c'est pas la mid française qui est plutôt entre 1 et 10. Mais bon voilà, c'est en train de diffuser et ça rejoint probablement les flux sur de la gestion active, parce que si on refait le match CAC et Q pondéré versus CAC, S&P pondéré versus S&P, pour l'instant, ça reste à l'avantage des grosses pondérations dans les indices. Oui. Donc, on n'a pas encore ce retournement et on est toujours dans cette période anormale, au sens statistique du terme, parce que c'est l'inverse d'habitude qui se passe, qui dure depuis un moment. Mais voilà, nous, il nous semble que là, il faut commencer à regarder parce qu'il y a des belles histoires qui sont en train de se passer. Et mid parce que c'est pas encore la même histoire pour les small ? Non. D'accord. Non, pour les small, mais je pense que voilà, les investisseurs commencent à les regarder. Parce que quand on regarde les performances, notamment dans l'indice CAC 40, on s'aperçoit que celles qui performent bien, c'est les petites pondérations dans le CAC 40. Ouais. Et donc, je pense qu'après, par capillarité, ils vont regarder dans les grosses mid et que probablement, si ce mouvement continue, cet appétit pour le risque, les liquidités qui arrivent, on va s'apercevoir qu'il y a de la valeur du côté des mid et du côté des small. Mais ça se fait dans l'ordre. C'est normal que ça se fasse probablement ça se fait dans l'ordre. Et surtout, c'est pas. Enfin, je tiens évidemment, ça m'intéresse ça parce que vous savez que voilà, on gère des OPCVM, des small cap chez c'est votre expertise historique chez Porzampar. C'est reconnu par des investisseurs sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que là, on a encore eu cette semaine une OPA sur Esker avec une prime de 30% sur les 3 derniers mois et que globalement, c'est là, je les compte plus. Donc, il n'y a pas d'intro en bourse. Par contre, il y a beaucoup d'opérations financières ou des industriels avec des fonds de... Là, c'est le management en plus chez Esker, je crois. Donc, c'est les gens qui connaissent la boîte. Pour le coup. Et se disent, OK, même en mettant une prime de 30%, je sais que je gagnerai encore de l'argent. Et donc, en fait, le truc, il est là, c'est qu'à un moment donné, quand on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a véritablement plus de croissance et des niveaux de valorisation moins chers, il y aura un rush. Donc voilà, il faut faire attention, ne pas rester trop écarté de cette classe d'actifs parce qu'aujourd'hui, dans les allocations, c'est quasiment zéro. Ouais. Laurent, tu voulais dire un mot ? Oui, juste un tout petit mot parce que bon, je suis analyste technique. Oui. Donc, moi, quand je vois comme ça, je peux pas m'empêcher. T'as envie de regarder ? Non, je voudrais juste aller dans le sens une seconde de ce que disait Bertrand parce qu'on voit à l'écran donc une tendance baissière. Et en fait, quand on a une tendance, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment la tendance elle est invalidée. Et là, en l'occurrence, c'est le point 3. Parce qu'on voit 1, 2, 3, donc des sommets qui sont tous baissiers. Et on voit que 2 ne va jamais au-dessus de 1. On voit que 3 ne va jamais au-dessus de 2. Et on voit que 4 flirte avec 3, mais ne dépasse pas 3. Si effectivement, alors je ne vois pas les niveaux, mais si on a cette courbe qui dépasse le dernier sommet dans la baisse, qui est donc le point 3, on peut dire que c'est un signal. Ouais, on a un vrai scénario de retournement potentiel de la tendance. Donc voilà, ça va se jouer, à mon avis, dans le prochain trimestre. Dans les mouvements de rotation aussi qu'on a vus, donc j'entends la rotation un peu de taille avec un regain d'intérêt et le retour à bas bruit, comme vous dites, des mid-cap européennes, Bertrand. Alors, modulo ce qui s'est passé cette semaine, mais c'est vrai qu'on a vu tout au long de l'été un vrai retour des défensives, secteur de la santé, secteur des utilities, tout ce qu'on appelle les proxy bonds, les foncières cotées, etc., avec les baisses de taux, les anticipations de baisse de taux, tous ces secteurs défensifs ont retrouvé du leadership par rapport à des secteurs plus cycliques, industriels, qui ont rendu beaucoup de performances. Alors je dis modulo cette semaine, parce que c'est vrai que cette semaine, avec la Chine qui est rentrée dans le jeu de manière fracassante pour sa relance, on a vu quand même toute une partie un peu cyclique revenir. Qu'est-ce que vous dites de ce match, là aussi, entre cyclique et défensive aujourd'hui, Bertrand ? Là, en fait, la dernière patte qui est baissière indique le retour des cycliques plus que l'abandon des défensives. C'est-à-dire que nous, on pense que au niveau des services aux collectivités, il y a de la valeur. Au niveau des donc services aux collectivités immobiliers, pareil, là, il y a de la place.
Donc ça, c'est des secteurs qui sont traditionnellement très endettés parce que très capitalistiques. Donc forcément, le fait que les taux baissent les avantages sur les nouvelles levées de fonds, sur les projets qui sont rentables plus facilement, plus rapidement. Il y a des décotes sur l'actif net réel dans l'immobilier. Donc pour ceux qui gèrent leur portefeuille immobilier, comme le font des sociétés comme Vonovia, il y a des choses intéressantes. Donc là, pour nous, il y a des choses à faire de ce côté-là. On voit que la tech, ça a été mis à mal. Donc là, il y a une véritable fracture dans la tech. Donc Nvidia, ça reste relativement bien, c'est en pause, mais voilà. Mais c'est des dossiers qui sont moins visibles que les 7 magnifiques. Donc on va retrouver dans l'écosystème de l'IA, on va retrouver des sociétés comme Broadcom, comme Arista aux États-Unis, voilà, qui sont en fait, si vous achetez des puces chez Nvidia, vous avez besoin des services des autres. Donc tout ça, ça reste plutôt bien orienté. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué pour une Alphabet, par exemple. Apple, c'est pas très net. Voilà, donc il y a toujours des investissements réalisés dans la tech, mais ils sont moins faciles, entre guillemets. Il faut, pour le coup, aller défricher la cote. Dans la santé, il y a un match, il y a une rotation intra-sectorielle. Novo Nordisk n'est plus celle qu'on a connue. Alors, star de la croissance dans la santé. C'est vrai que quand on joue Novo dans la santé, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment de la croissance très forte, quoi. Mais là, elle commence à être mise à mal, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui commencent à arriver du côté des analystes. Donc du coup, les révisions à la hausse, c'est en train de stagner. Il y a JP Morgan, par exemple, pense qu'ils vont être 5% sous le consensus lors de la prochaine publication. D'accord. Donc là, à chaque fois, c'est la même chose. Des sociétés qui ont habitué les investisseurs à croître à 20%, le jour où elles font 15%, c'est la sanction. C'est ce qui s'est passé sur LVMH. Donc, et là, c'est en train de se jouer. Attention, donc heureusement, il y a d'autres dossiers qui arrivent et qui, eux, sont pleine balle, type UCB, le Belge, qui a un pipe de médicaments qui est plein comme jamais il n'a été. Changement de management, réorganisation, enfin tout ça, c'est en train de porter ses fruits, ça marche bien. On a des sociétés comme Alcabello, donc une danoise, qui est sur toutes les allergies, qu'elles soient respiratoires ou alimentaires, pareil, qui revient, raconte une nouvelle histoire, donc retrouve enfin les 7-10% de croissance auxquelles elle nous avait habitués. Donc il y a des choses qui sont en train de se jouer, mais longtemps, il n'y avait que Novo Nordisk, parce que le reste n'allait pas. Là, pour le coup... C'est le reste qui remonte. Et voilà, ça rebalance. Et donc, voilà ce que je disais, il faut faire attention, parce que le mois de septembre, on va probablement être victime du biais de récence. C'est-à-dire que Novo Nordisk, je crois qu'on a acheté ça il y a 3 ans, on a fait fois. Ouais, c'est ça. Ça fait 2-3 ans que c'est la fusée. Ça a toujours été très beau. Les petits points d'ombre étaient très vite dissipés. Et donc le risque, c'est d'être amoureux de sa valeur et de ne pas voir qu'elle est en train de se dégrader et que d'autres sont en train de se faire une place au soleil à sa place. Donc ça va être les points de vigilance pour la fin de l'année. Ça, c'en est une illustration. Mais et le luxe en est une autre d'illustration de ce biais de récence, comme vous dites, parce que là, c'est reparti tellement fort cette semaine que on parle plus que de ça, quoi. Oui, et en fait, le risque, il est de ne plus parler que de ça. Et en fait, d'oublier de regarder. Quand on gère un portefeuille, il faut avoir évidemment à l'œil toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Mais le plus important, c'est d'avoir un banc de touche bien garni. Et d'avoir toujours cette logique de se dire quelle est la valeur en forme du moment. Et là, typiquement, sur le luxe, on a vu sur à peu près le tout début d'année commencer à arriver les difficultés et dans notre système de notation, des dégradations, des analystes qui révisent à la baisse. Et donc, globalement, le luxe qui a commencé à sous-performer. Et inversement, on a vu arriver un dossier comme, par exemple, Inditex. Donc, évidemment, c'est pas du luxe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais regardez ce qui se passe quand on compare les deux sociétés contre l'Eurostock 50. C'est quand même plus facile d'être actionnaire d'Inditex, d'être dans cette logique de petit train crémaillère et de se laisser porter, plutôt que de vivre les à-coups. Regardez ce qu'on a eu, en fait, ce qu'on vit en ce moment. Ça ressemble étrangement à ce qu'on a vécu en début d'année, où on a eu un retour de luxe, mais qui n'était finalement qu'un feu de paille et qui n'a pas... Alors peut-être cette fois-ci, c'est la vraie remontada, mais en tous les cas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça ressemble plutôt à quelque chose, parce que la remontée qu'on a là, elle est spectaculaire, mais les analystes n'ont pas revu à la hausse. Non, fondamentalement, rien n'a changé. Rien n'a changé fondamentalement. C'est donc simplement le sentiment. Le sentiment sur la Chine a changé et donc le sentiment sur luxe a changé. Mais sur les fondamentaux... Et donc, vis-à-vis de ça, nous, on est extrêmement précautionneux. D'accord. Donc, on va plutôt continuer à regarder. Donc, notre recherche, elle va sur des dossiers
type Inditex, voilà, qui continue à bien se comporter. Le petit train crémaillère, c'est ça, le train crémaillère, quoi. Tranquille sur la tendance, quoi. Et donc, quand vous avez ça, entre guillemets, vous êtes zen et vous évitez de faire des bêtises dans votre portefeuille. Je préfère avoir des produits LVMH, mais je préfère avoir l'action Inditex. Ah, d'accord. À un moment, c'était peut-être l'inverse, je ne sais pas, mais là, elle est belle sur Inditex. Il n'y a pas photo. Et la tendance relative. Un mot du pétrole aussi, Bertrand, parce que vous l'avez mis là dans votre météo des marchés, parce que oui, le pétrole, alors là, c'est les grands, c'est le contre-courant absolu. C'est-à-dire la Chine relance, on l'a vu cette semaine, et on voit le pétrole qui plonge de 3 à 4%, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc très particulier sur le pétrole, alors que généralement, la corrélation est assez facile. Quand la Chine relance, le pétrole suit. Oui, voilà, c'est ça. Et d'autres matières premières ont bien rebondi. Oui, sur le pétrole. Là, je suis sur le pétrole américain. Ouais. La Chine, on l'a vu avec le sujet Russie-Ukraine. La Chine consomme du pétrole russe, donc dont je ne connais pas le prix. Eux seuls le savent. Voilà. Donc il y a moins, mais effectivement, là, on voit que ça continue. Donc la logique veut que le pendant d'une société qui s'électrifie, c'est qu'on va consommer moins de pétrole sur du long terme. Après, sur du court terme, il peut se passer plein de choses. Mais là, force est de constater que sur le pétrole, c'est compliqué. Et ça entraîne... on le voit bien, le secteur pétrolier, donc à la fois forcément du côté exploration, on se doute bien qu'il n'y a pas non plus des chantiers de dingue qui vont s'ouvrir demain, que les sociétés pétrolières, pour la plupart d'entre elles, sont en train de muter et de faire monter la part alternative dans leur business. Donc nous pour l'instant, le secteur pétrolier, on est à l'écart, il n'y a pas besoin d'en avoir. Et que... Des économistes qui m'expliquaient qu'effectivement, ils voient dans la partie demande un effet quand même électrification qui est de plus en plus visible au niveau macro, j'entends, et des économistes qui ne cessent sur ces justification de réviser à la baisse leurs objectifs sur les cours du pétrole, parce qu'effectivement le poids de l'électrification dans la mobilité notamment commence à prendre une place suffisamment importante pour que l'équilibre de la demande pétrolière commence à être un peu affecté par ça. Surtout en provenance de la Chine. La Chine oui, bien sûr. Complètement. Bien sûr. Le lien et la corrélation avec le pétrole est moins évident. Sans compter le sujet de l'offre avec l'OPEP et l'Arabie Saoudite qui est prête à lâcher son. Et donc il vaut mieux se mettre si on est dans une logique énergie, il vaut mieux aller du côté électrification. Alors, tous les dossiers électriques, entre guillemets, ne fonctionnent pas. Je pense à Alfen en particulier. Mais par contre, des dossiers comme Schneider, des dossiers comme Eaton, qui est un espèce de concurrent américain, ou des dossiers comme Prysmian, Nexans et SKT dans le cuivre, là, pour le coup, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a une valeur américaine, qui s'appelle Vistra aujourd'hui, et qui est au sein du S&P 500, donc pas une petite valeur, je crois que ça capitalise 30 milliards, quelque chose comme ça, donc c'est 100 fois moins que Nvidia. Mais en termes de performance pure, pas de contribution, mais de performance pure, Vistra signe une hausse plus importante depuis le début de l'année que Nvidia aujourd'hui. Je crois que Vistra doit faire 180% de hausse. Nvidia doit être autour de 130 encore aujourd'hui. Alors la contribution au regard du poids d'Nvidia, évidemment, est sans commune mesure. Et donc, que fait Vistra ? Vistra produit de l'énergie, produit de l'électricité, et notamment de l'électricité nucléaire. Et le thème du moment autour de l'IA, c'est que les data centers ont besoin d'énergie, et donc ces boîtes-là sont en train de se mettre d'accord pour fournir de l'énergie la plus propre possible, évidemment, à ces data centers. On a vu l'accord entre Constellation Energy aussi et Microsoft pour fournir de l'énergie nucléaire. Constellation Energy, pareil, fait partie des fusées du moment là au sein du S&P 500. Et dans les utilities, ça me fait penser que typiquement, ce qu'est en train de faire Iberdrola en Espagne avec la logique de travailler sur les réseaux, c'est la seule utilities qui nous parle des investissements qu'elle fait dans les réseaux. Oui, c'est parce important. Que l'Espagne, c'est le point d'entrée des réseaux câblés sous-marins bien sûr. Qui traverse l'Atlantique, transatlantique. Les data centers sont en train de s'installer là. Il y a une électricité qui est produite, et donc donc il y a une équation qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai tendance, moi, à toujours regarder la croissance. Donc forcément, quand on me dit il faut faire de l'immobilier ou des utilities, j'ai un peu du mal. Par contre, du coup, on va chercher des histoires qui peuvent permettre de rester un moment sur le sujet plutôt que juste refaire un jump de valo et un rattrapage, quoi. Bon, que nous dit l'analyse technique, Laurent, au milieu de tout ça, quand on regarde des grands indices boursiers ? Alors, comme c'est le grand tableau de bord des marchés, j'avais envie de revenir un petit peu à la source de l'analyse technique avec la théorie de Dow.
Ah. Voilà. Alors Charles Dow, fondateur du Wall Street Journal et créateur de la théorie, qui explique très rapidement que quand on a les valeurs industrielles qui sont en bull market et que les valeurs qui transportent ces biens manufacturés sont aussi en bull market, on a un bull market. Donc à l'époque, c'était Dow Jones et le Dow Transportation, c'est ça? C'était même pas le Dow Transportation, c'était les chemins de fer. Les chemins de fer. Voilà, vraiment à la source. Après, c'est devenu le Dow Jones Transportation, et l'idée, c'était que si le cycle économique porte les infrastructures clés de l'époque. Voilà, donc on fabrique et on transporte, et si les deux secteurs sont en bull market, on est dans un bull market, et c'est ce que dit la théorie. Alors en 2024, il y a la jeune garde des analystes techniques aux États-Unis qui ruent dans les brancards et qui disent mais on s'en fiche. Les chemins de fer, c'est fini. Les chemins de fer, c'est fini. Le Dow Jones, il est complètement has-been parce que sa construction est obsolète. Oui. Les transports, on s'en fout. Et donc, il propose autre chose. Et c'est une proposition que j'amène ici parce que je trouve qu'elle apporte quelque chose à la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y adhérer, mais je trouve qu'elle apporte quelque chose. C'est une mise à jour de la théorie de Dow, c'est ça voilà, ok. Par la jeune génération. Mise à jour contemporaine. Des analystes. Bon, alors allons-y, Laurent. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'abord les transports, on s'en fiche. Maintenant, il faut regarder le SOX parce que les transports qui comptent, c'est les transports de data. C'est effectivement là-dessus que nos économies tournent, aussi bien dans le secteur tertiaire, qui porte quand même la croissance des pays développés, et le secteur manufacturier. Donc, SOX, semi-conducteur, je rappelle, précise. Donc, SOX, indice des semi-conducteurs. Et puis en face, ils disent, mais il faut quand même comparer ça avec quelque chose qui soit, qui mette en relief cette vigueur de l'économie, et on va prendre le S&P équipondéré. Alors, le S&P équipondéré, ce qui est intéressant chez lui, c'est que quand on regarde une entreprise comme Nvidia, qui fait partie du S&P et qui représente 6% du S&P, dans le S&P équipondéré, Nvidia représente 0,02%. Comme toutes les autres. Un 500e. Bah oui. Donc elle a 300 fois moins de poids dans le S&P équipondéré que dans le S&P. Et pareil avec Microsoft et tout le reste. Donc l'idée, c'est de dire, si vous avez un S&P qui monte, mais que c'est parce qu'il y a cette fameuse concentration et que ce sont les généraux qui poussent, mais les fantassins, ils restent planqués derrière, c'est pas aussi fort que quand on a les 500 actions qui montent. Et donc, on a à gauche un chart qui est quand même extrêmement bullish. Ouais. Je m'excuse vis-à-vis de tous les baissiers qui nous regardent et qui pensent que les marchés vont se retourner, mais quand on a un S&P équipondéré qui fait un nouveau sommet absolu, il y a un moment, il faut arrêter de chercher midi à 14h, c'est boule. OK ? Le problème, et c'est ce qu'apporte la théorie de Dow avec le SOX, c'est que le SOX, lui, il est très loin de son sommet absolu. Il est à 11%. Quand on connaît le poids de Nvidia dans le SOX et quand on connaît le poids du SOX dans le S&P, 11% à la hausse, ça fait de l'argent. Il faut les faire. Ouais. C'est ça. Et il est loin de l'avoir fait. Donc, on est, d'après la théorie, la nouvelle théorie de Dow, enfin la version alternative du 21e siècle, on est dans une zone grise, en fait. D'accord. Parce qu'on a le S&P équipondéré qui est très fort, mais on n'a pas le SOX qui confirme. Et la théorie dirait que quand le SOX fera, s'il le fait un jour, un nouveau sommet, alors là, c'est boule. Mais ça veut dire qu'à ce stade, dans cette zone grise, il faut réfléchir en scénario. Il y en a 4, exactement. Donc, premier scénario, le S&P équipondéré continue son bull market et le SOX dépasse son précédent sommet absolu. Alors là, boule. On a un boulevard. J'aime jamais dire on a un boulevard parce que c'est quand on commence à dire qu'on a un boulevard que les choses se corsent. Mais bon, force est de constater que si on a les deux indices qui font des nouveaux plus hauts, ça veut dire qu'on est clairement dans un bull market et que le cycle haussier dans lequel nous sommes, il faut quand même le rappeler, il ne démarre pas, et ben il continue. Oui. Et donc ça veut dire que le cycle... Oui, parce que moi j'entends souvent, est-ce que c'est le début d'un... Enfin, non. Pour moi, le marché, il monte depuis... Alors, je ne sais pas, je me réfère à vous sur la partie technique, mais depuis le point bas d'octobre 2022, enfin... On est quand même dans un marché haussier, alors qui a connu des fluctuations, certes, mais quand même, quoi. Le vrai point bas, pour moi, il est en octobre 2022, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le S&P équipondéré, il ne monte pas jusqu'en octobre 2023. D'accord, oui. Alors, donc, ok, oui, j'entends. On peut discuter. Oui, mais ok. Mais enfin, depuis 23. Voilà, exactement. On est dans un bull market. Bon, alors, premier scénario. Donc, si on a effectivement les planètes s'alignent, le SOX refait un sommet absolu et le S&P équipondéré continue sur ça. Comment on joue ça? Boule. Ouais, et comment on joue ça? Eh ben, alors, ça veut dire que concrètement, on est dans un marché où dans un contexte qui est favorable, donc on remet à payer des semi-conducteurs. Voilà, d'accord. Tout va bien. Là où il y a effectivement une réflexion à avoir, c'est si le S&P équipondéré fait un nouveau sommet ou continue de faire des nouveaux sommets et le SOX n'y arrive pas. Là, ça veut dire qu'il faut plutôt continuer de jouer la rotation sectorielle
qui a commencé. D'accord. Hein. L'élargissement du marché. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que le relais se fait par les autres secteurs. D'accord. Troisième scénario, le S&P équipondéré se retourne et le SOX ne retourne jamais sur son sommet, tous aux abris. Bon. C'est-à-dire que D'accord. pas tous Là, aux abris, c'est la mais fin du bull market, quoi. c'est pas bon. En Ok. tout cas, c'est pas bon. Le dernier scénario, ça serait de voir le SOX qui monte et le S&P équipondéré qui ne monte plus. D'accord. Ça veut dire... On se reconcentre. On Voilà. repart sur On la retourne en concentration, 2023. cette magnifique, etc. Exactement. D'accord. J'y crois pas. Moi, Ouais. je crois que cette On l'a fait, ça. Ouais. C'est passé. Ouais. On va pas refaire à chaque Non. fois la même histoire. Le Ouais. SOX, il est ultra cyclique et en plus, il a été porté par le buzz sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a bien vu avec les résultats de Nvidia qu'on paye moins facilement aujourd'hui Très clair. sur les niveaux Très Nvidia. Donc, il y a toujours une histoire sur l'intelligence artificielle. Mais on est dans un marché qui commence à maturer sur l'histoire. Et donc, ce qui va vraiment porter le SOX, c'est le cycle. Et donc, si on a un SOX qui part à la hausse et le S&P équipondéré qui ne le fait pas, ça veut dire qu'on retourne en arrière. Et pour moi, ça, c'est vraiment un scénario qui n'a plus... C'est pas le plus probable. Vous êtes venu avec Taïwan aussi, Laurent. Bah, je suis venu avec Qu'est-ce Taïwan. que vient faire Taïwan dans l'histoire, là? Et ben votre question, elle est excellente parce que je trouve qu'on parle pas assez de l'Asie. Je trouve que Depuis cette semaine, on en parle un peu plus. on parle de la Chine. Oui, de la Chine. Et on a parlé du Japon en août. Oui, hein. c'est toujours l'éléphant chinois qui masque aussi le Voilà. reste du magasin. On parle jamais de l'Inde. Ouais, on a beaucoup parlé quand même. Hein. Bon, mais enfin bon, on en Hot parle. market, marché chaud, mais oui. On parle rarement de Taïwan. Taïwan, j'avoue. Pourtant, regardez, c'est un bull market qui est très fort. On est sur des records absolus. On a aussi Singapour. On parle jamais de Singapour. Singapour, c'est beaucoup de financières, c'est value. Donc ça D'accord. aussi, ça c'est intéressant. Taïwan, c'est plus tech et SOX et semi-conducteurs. Exactement. D'accord. Mais si on joue Taïwan, c'est une idée que je trouve qui est intéressante parce qu'on joue une région, l'Asie, qui est quand même assez dynamique. On joue un indice qui est fort et on joue aussi donc les semi-conducteurs. Donc je dis que si on pense que les semi-conducteurs vont repartir et qu'on a un gros flemmard, on achète Nvidia. Si on va un peu plus loin, on achète un ETF SOX ou un futur SOX. Et si on a envie d'apporter encore un peu de diversité, Taïwan, c'est un marché qui est fort, qui, comme le SOX, est en train de franchir une petite résistance et qui va peut-être retourner sur son all-time high. Et je trouvais que si effectivement on repart sur un cycle qui se prolonge, eh bien l'Asie et notamment Taïwan, qui est plus fort que Séoul, le Kospi, est une idée intéressante. Dans le scénario où les semi-conducteurs repartent pas, comme vous dites, Laurent, une idée, ce serait le Russell. Alors, c'est pas le Russell 2000, c'est ça, c'est le Russell 1000 value. Oui. Alors, donc on joue la mid-cap américaine des côtés, value. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, comme je le disais, on a un risque, en tout cas des anticipations d'essoufflement de la croissance, et donc on va rechercher du rendement ailleurs que dans les valeurs de croissance, mais dans les titres value. Et regardez ce Russell 1000 value, c'est donc un indice qui représente les 1000 entreprises les plus fortement capitalisées, mais qui appartiennent à la value. Enfin, c'est très beau. Ouais. C'est un bull market qui n'a... il n'y a aucun signe particulier de ralentissement. Et donc, si on a un cycle qui commence à ralentir, on a effectivement, comme alternative, avec un S&P équipondéré qui continuerait de se maintenir, de jouer le Russell 1000 Value. Jean-François ? Non, je voulais faire un commentaire dans le grand tableau de bord des marchés sur un élément qui est fondamental et qui entretient le discours sur le bull market, ou en tout cas l'équipondéré et le retour, la diffusion. Ouais. C'est la fin de l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant. Le 2 ans US... on a 20 points de base. 20 points de base maintenant, on a. Ouais, et 3,80 sur le 10. Et 3,80. On a 20 points de base de pente. On parle des baisses des taux directeurs et de la rémunération du cours. Et ça, c'est positive value, ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on était à 5 il y a quelques mois sur le 2 ans et à 4 et quelques sur le 10 ans, et ça s'est inversé. Et donc, c'est un support énorme pour les investisseurs qui, petit à petit, ayant cette visibilité, reviennent sur l'ensemble du marché, donc entretiennent le marché un peu boule qu'on a vu ces derniers jours, et du coup, de revenir un peu plus sur des marchés un peu massacrés ou absents des allocations d'actifs. Donc, quand vous revenez sur les actions, puis vous revenez aussi, on a parlé de l'Europe, on a parlé du value, on a parlé des mid-cap, on voit un peu cette diffusion se mettre en place. Donc, c'est un élément important qu'on oublie souvent sur les taux et les taux directeurs. Qu'est-ce
le CAC, Laurent? Oui. Il faut dire un mot du CAC? Oui, parce que quand même, bon, il a vécu une semaine assez exceptionnelle, Oui. le CAC 40. Oui. Et il est en train potentiellement d'invalider le mouvement baissier qu'on a vu se mettre en place. Depuis l'été, là? Ouais. C'est ça, le printemps. Ouais, le sommet se fait au printemps, hein, c'est oui. ça, ouais. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, le dernier sommet justement de juillet où il y avait cette consolidation, on est en train de le dépasser. Or, ce qui caractérise une tendance baissière, c'est des creux et des sommets baissiers. Or là, on va peut-être faire un sommet plus haut que le sommet baissier précédent. Donc, ça veut dire qu'on sort potentiellement de la tendance baissière. Ça ne veut pas dire que je suis bull CAC et que je pense qu'on va aller retourner sur les précédents sommets, mais en tout cas, ça s'améliore. C'est encourageant. C'est 8002 le sommet, hein, c'est ça, 8002, hein. Exactement. Donc là, on a un vrai petit signal sympathique. Merci la Chine. Alors, j'allais dire, est-ce que ça dépend de la Chine? Est-ce qu'il faut regarder des indices chinois aussi pour suivre le CAC aujourd'hui? Franchement, il n'y aurait pas eu la Chine cette semaine. Je ne vois pas pourquoi le CAC aurait rebondi pareil. Ouais. Ah bon, d'accord. Oui. Voilà, donc après, chacun jugera de la pertinence. On commençait la semaine avec des enquêtes de conjoncture PMI qui étaient quand même franchement... catastrophique, on va dire, pour l'Europe, pour la France, pour l'Allemagne, pour le mois de septembre. Vraiment très, très en dessous des attentes. C'est comme ça que la semaine commençait chez nous. Hein. Je vous rétorquerai que le CAC, il avait quand même commencé à rebondir et que le rebond était ultra poussif, mais qu'il avait quand même remonté un petit peu. Ouais. Donc il y a eu juste un coup d'accélérateur sur le CAC. Donc grâce à la Chine, alors... Un mot de Shanghai, alors c'est Shanghai Composite. Juste pour terminer, il y a comme une grosse zone de résistance sur le CAC 40, si on y retourne une seconde, parce que, encore une fois, rien n'a changé pour le moment sur le CAC. Il va falloir dépasser la zone où j'ai marqué cette zone de résistance, 7900 points. Tant qu'on est en dessous, c'est un contexte qui s'améliore, mais ce n'est pas du tout un contexte qui se retourne. Donc, il va falloir que les investisseurs, après ce premier train d'achat, la semaine prochaine, parce qu'il valide l'idée ou pas. Exactement. Oui, je comprends. Ça continue, parce que sinon, ça veut dire que c'était vraiment purement technique et que derrière, quand c'est fini, il n'y a plus rien. Ça fait pchit. Un mot du Shanghai Composite, alors qu'a vécu sa plus grande semaine, enfin tous les indices chinois, leur plus grande semaine depuis 2008 quand même. Bon. Moi, j'avais envie de montrer le Shanghai parce que cette bougie hebdomadaire sur le Shanghai, elle fait sourire. Ah bah non, bah oui, c'est spectaculaire là. C'est vraiment spectaculaire. Elle doit faire environ 15%. Oui, c'est ça, oui, voilà. Je crois, ouais. Bon, en même temps, techniquement, rien n'a été dépassé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous regardez cette structure en bas à droite de l'écran, c'est la structure du LVMH, de Hermès. Voilà, on est dans la même histoire. Hein. LVMH, je crois qu'aujourd'hui, a marginalement déclenché son double creux. Mais c'est vraiment à la marge, il faudra voir. Hermès est un petit peu plus forte. De toute façon, Hermès, c'est les mêmes. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. L'Oréal, qui est dans le luxe, même si ce n'est pas vraiment du luxe, elle est quand même forte. Elle a déclenché son double creux. Donc voilà, il y a des doubles creux déclenchés. Alors quand on est analyste technique, on se dit un deuxième creux qui n'est pas plus bas que le précédent et un sommet qui est dépassé, ça commence à sentir bon. Ouais. Mais voilà, c'est purement technique. Il va falloir encore une fois que la Chine continue de confirmer. Un mot de conclusion rapidement, messieurs. Bertrand, là, sur l'enjeu du mois d'octobre pour les marchés. On attend les publications. Ah bah oui, bien sûr. Les publications, parce que voilà, typiquement, pour revenir sur le sujet chinois, les sociétés qui sont présentes là-bas, est-ce qu'elles voient des choses améliorées? Quel est leur signal? Voilà, donc il y a ça. Sur certaines, on a quand même pas mal de questions et potentiellement, vu les indices macroéconomiques qu'on a eu en Europe, on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés et que certaines vont peut-être pas atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Donc oui, il y a pas mal de tensions là-dessus. Donc ça va être à monitorer de près. Et puis il y a l'élection américaine. On est dans le dernier mois, là. Donc, oui, ah bah bien sûr, oui. Non, mais effectivement. Ça va animer un peu aussi. Est-ce que ce sera un game changer ou pas pour les marchés? Ça peut figer aussi les choses. Hein, parce que les investisseurs, c'est tellement serré en ce moment qu'ils peuvent se dire on attend. Il y a match, là. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous comme chaque mois, chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés de Smart Bourse avec Laurent Albi, responsable de Next Momentum, membre de Caleis 360, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis.